Donc pour cette première conférence du SATIS, on a décidé d'entamer les choses de plein pied, assez fort, hein, puisqu'on va parler de big data dès le matin, ça va réveiller les neurones, c'est le cas de le dire. Donc le big data dans l'audiovisuel, aujourd'hui, c'est, on peut le dire, devenu une réalité. En tout cas, c'est ce qu'on va tenter de vous démontrer à travers cette table ronde. Et puis, on va essayer de montrer que c'est plutôt un tandem, que le big data peut servir à plein de choses. On va essayer de délimiter d'ailleurs un peu le champ des possibles dans ce domaine, et essayer d'éclairer un peu les esprits aussi, y compris les nôtres, sur certains termes aussi liés au big data, parce que c'est quand même un domaine qui est aujourd'hui, en tout cas qui était jusqu'à aujourd'hui un peu l'apanage de ce qu'on appelle les GAFA, donc des principaux acteurs du numérique à l'échelle internationale, puisque dans le mot big data, il y a le mot big, évidemment, et donc ça suppose qu'on ait suffisamment de données, et en l'occurrence, si on parle de médias, de données sur les audiences ou sur, disons, les visionnages qui peuvent être faits, par exemple, de vidéos. Donc on va essayer d'expliciter un peu tous ces nouveaux termes qui arrivent aujourd'hui dans la filière audiovisuelle, et puis surtout montrer que ça peut vraiment permettre de valoriser les contenus, valoriser l'expérience de l'utilisateur sur le plan y compris technique, en analysant beaucoup mieux comment les médias sont perçus par le public, et ça justement par une analyse des données à différents niveaux, et puis également comment ça peut permettre de piloter les audiences, de vraiment arriver à cibler de manière beaucoup plus précise les audiences à grande échelle, et pouvoir aller jusqu'à une personnalisation des contenus. Donc pour ça, j'ai essayé de réunir un panel qui justement œuvre dans tous ces domaines. Donc je vais les présenter déjà dans un premier temps très succinctement, et puis eux-mêmes auront l'occasion de présenter leur activité respective. Donc immédiatement à ma gauche, donc Denis Vergniaud, qui est donc le dirigeant de la société de conseil et cabinet d'études 42 Consulting, qui est... pardon. Bonjour Denis. Et donc qui va justement dresser un panorama, essayer de bien faire comprendre dans quel cadre le big data peut être utile aux médias. Ensuite, juste à côté de lui, Cédric Monnier, qui est fondateur d'une société qui s'appelle Flamefy, qui œuvre dans justement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le pilotage des audiences, la recommandation, et donc qui analyse en fait les profils d'utilisateurs sur différentes plateformes numériques ou pas. D'ailleurs, il nous expliquera. Ça peut être utile aussi dans d'autres cadres de médias. Et donc, immédiatement à côté de lui, Jean-Michel Aubry, qui lui est président d'un groupe de presse et de chaînes locales, et puis aussi d'une agence de communication, et surtout qui a fondé une plateforme qui s'appelle My Video Place, qui a pris le parti de hyper localiser les contenus de reportages émanant notamment de télé locale, pour mieux valoriser les publicités en géolocalisant de manière très précise les contenus type reportage. Donc il nous expliquera ça tout à l'heure. Et puis Reza Akbarali, donc qui lui est fondateur de la société, enfin de la chaîne de télé Quest TV, qui n'est pas encore tout à fait lancée, de ce que j'ai compris, hein, c'est prévu pour décembre, mais qui sera une chaîne consacrée donc au jazz et aux musiques, à la world music, comme on dit, de manière un peu rapide, et qui a vraiment adopté une démarche à l'échelle mondiale d'utiliser au maximum aussi les données associées au contenu qu'il va distribuer, pour pouvoir mieux valoriser les contenus, quel que soit le territoire sur lequel il va être amené à les distribuer. Donc je trouve que ces deux exemples, deux derniers intervenants, vous feront comprendre aussi comment concrètement en fait, le big data peut avoir un impact sur la stratégie audiovisuelle. Je vais passer la parole à Denis, qui va donc nous essayer de nous faire un peu mieux comprendre ce qu'est le big data aujourd'hui, en tout cas la manière dont il voit les choses au sein de 42 Consulting. Merci, bonjour à tous.
Donc j'ai la lourde tâche d'essayer de vous faire un petit panorama de à quoi peut bien servir la big data dans le domaine des médias. Ce qui est plutôt sympa d'ailleurs parce que ça permet de... Moi, ça me permet de prendre un peu de recul aussi sur notre pratique au jour le jour. Notre métier de conseil, c'est de mettre en place la big data, aussi bien les use cases que la technologie pour un grand nombre de clients, des clients audiovisuels, mais aussi d'autres clients dans d'autres domaines. Et c'est quand même intéressant de faire cet exercice, de faire un petit coup de zoom en arrière et de regarder vraiment aujourd'hui comment nos clients utilisent-ils la big data. Bon, je suppose que si vous êtes là, vous avez tous entendu parler de big data. Ouais, bon, ça a l'air à peu près... bon. Qui a entendu parler de big data? Bon, ça va. Bon, je vais essayer de vous faire la presse rapidement et avec quand même deux objectifs pour moi qui sont très durs. Ne pas trop vous parler de technologie et ne pas prononcer le mot Netflix. Moi, j'ai réussi à pas le prononcer. Hein. Pas Google, pas Netflix, pas Facebook. Est-ce qu'on pourra avoir la presse qui s'affiche? Parce qu'il y a quelques éléments visuels aussi. Donc la big data dans les médias, je ne sais pas si vous avez la presse qui est arrivée. Non, pas encore. Voilà, la voilà, parfait. La première chose est, finalement, on voit quand même beaucoup de clients utiliser la big data pour ça. Si tu peux passer à la slide suivante. C'est ce que j'ai appelé Business Intelligence Reinvented. Il ne faut pas oublier que la big data, c'est des data et nos clients médias, comme les autres, sont en face d'un afflux de data absolument phénoménal qui est sans précédent par rapport à tout ce qu'on connaissait jusque-là. Et le premier objectif, c'est quand même de capter cette data et de se permettre de voir comment son business fonctionne. Et aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de use case big data. Ce n'est pas les plus innovants, on est bien d'accord. Mais ils sont très utiles, où on va utiliser les technos de la big data et on va avoir des mots-clés comme data lake, comme data visualisation, etc., qui vont arriver dans le vocabulaire de ces projets-là. On va utiliser la big data pour faire de la business intelligence, pour faire ce qui est sur l'image, hein, des dashboards, du monitoring, avec quand même quelque chose qui est apporté par la big data qui n'existe pas par les autres technologies, c'est la capacité de le faire au fil de l'eau. C'est la capacité de voir comment votre business performe en temps réel, à la seconde près ou à la minute près, alors qu'aujourd'hui en business intelligence, il faut souvent attendre le lendemain pour avoir ces informations-là. Et ça, c'est quand même déjà une clé qui va pousser certains clients à franchir le pas d'aller vers la big data, ne serait-ce que pour savoir comment leur business fonctionne. Le deuxième cas, et c'est probablement celui qu'on voit le plus déployé aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé dans un petit vocabulaire fourre-tout, marketing automation. Donc ça commence au CRM. Quand on a vu les premiers sites web, ou même dans la relation client traditionnelle, on a un CRM qui permet de savoir qui sont mes clients, d'avoir une adresse email, de savoir combien de fois combien d'interactions j'ai eu avec eux, etc., etc. Et puis est arrivé le web avec des profils anonymisés, qu'on ne connaissait pas, qui n'étaient pas forcément connectés. Et là est arrivé la DMP, Data Management Platform, qui permet de commencer à segmenter son audience, etc. Et on commence à voir apparaître des approches où à la fois on mixe tout ça, on voit le concept de Customer Data Platform qui arrive, où tout ça est mixé, où on désanonymise. Et derrière ça, il y a deux grandes recherches des clients. La première pour les gens du gratuit, donc plutôt les gens qui vont vivre de la publicité dans l'univers des médias. C'est un formidable levier pour valoriser les espaces publicitaires. C'est ce qu'ont fait les GAFA, mais qui sont des médias pour la plupart aujourd'hui. Mais c'est ce que font maintenant les chaînes de pub. Le meilleur exemple, c'est l'Alliance Gravity qui s'est créée en France. Ces datas-là, c'est un levier pour mieux vendre la pub, pour mieux segmenter les clients. Et quand on segmente mieux les clients, on peut vendre ces espaces publicitaires plus chers. Et puis pour les gens qui font du payant, que ce soit des services marchands, que ce soit des services de médias payants par abonnement, c'est un levier qui est le même que celui du web commercial. C'est le levier qui vous permet d'aller placer le bon produit au bon moment pour le bon client et optimiser votre taux de transformation.
Donc c'est un immense raccourci de ce que c'est que cette promesse de marketing automation, mais au fond du fond, c'est bien ça qu'il y a derrière. Le troisième exemple, c'est là où je ne prononcerai pas ce que j'ai promis de ne pas prononcer, c'est ce qui est représenté sur la petite slide là, que j'ai trouvée sur le net. Je ne l'ai pas inventée, je n'en revendique pas la paternité, mais pour moi, elle est très parlante. C'est comment on passe du web qu'on connaissait jusque-là, qui était le même site pour tout le monde, du site de médias, de l'offre de médias, y compris sur des supports que vous connaissez aujourd'hui comme des box. Comment je passe de cette offre qui est la même pour tout le monde au même moment à une offre qui est individualisée pour chaque personne. Et pour moi, tout ça, ça rentre dans un espace qui est servi par la Big Data. La Big Data, c'est le carburant pour tout ça. C'est comment je personnalise mes services. Et pour moi, c'est vraiment là où est la clé aujourd'hui et où est la rupture. C'est à ce moment-là, quand on commence à faire rentrer la Big Data dans les services pour les enrichir, pour offrir une expérience utilisateur personnalisée, ce qui est la première partie de l'utilisation de la donnée, hein. Personnaliser l'expérience utilisateur, et certains d'entre nous dans la salle inventeront de nouveaux modèles avec de la data qui iront bien plus loin que ça. C'est vraiment là le début de la rupture avec la data. C'est comment j'utilise la data pour faire un meilleur service. En temps réel, l'exemple typique, vous l'avez tous comme moi sur les lèvres, c'est la recommandation de contenu. Mais c'est beaucoup d'autres choses. C'est aussi utiliser les données pour concevoir mieux des services. C'est ce que j'ai appelé A/B testing. C'est très utilisé dans l'environnement du web depuis longtemps. C'est de plus en plus utilisé sur les services de médias. Et on voit beaucoup d'acteurs de nos clients qui vont même dans une démarche qui n'est plus juste est-ce qu'il me faut un bouton rouge ou un bouton bleu et quel est celui qui a le meilleur taux de conversion. Non, c'est je vais suivre mes clients dans leur expérience utilisateur sur le long terme, dans des cohortes structurées, pour savoir vraiment les évolutions que j'apporte à mon service, comment elles impactent la consommation de ce service. Et c'est plus uniquement un one-shot, c'est sur toute la durée de vie d'un client, sur des cohortes entières, comment est-ce que ça évolue. Et là, on trouve toute la puissance de la Big Data avec à la fois la volumétrie des données, mais aussi toute l'historisation des données qui permet de comprendre comment les services sont consommés et comment on peut concevoir de meilleurs services. L'exemple suivant qui là est souvent beaucoup plus surprenant quand j'en parle, est lui complètement derrière le rideau. C'est ce qu'on ne voit pas quand on est un utilisateur. Et c'est pourtant aujourd'hui chez nos clients et dans les missions qu'on mène une très très grosse portion des missions qu'on va mener. C'est l'utilisation de la Big Data pour deux choses, améliorer la qualité du service et plutôt la qualité technique. Dans l'exemple précédent, je vous parlais de la qualité d'expérience, c'est-à-dire comment j'offre une expérience meilleure à mon client, à mon utilisateur. Là, c'est comment je fais pour m'assurer que mon service il a une qualité technique supérieure. Comment je fais pour que mes assets VOD soient mieux délivrés? Comment je fais pour savoir, quand je suis un opérateur, par exemple, ou quand j'utilise un CDN, que telle plaque d'utilisateur dans telle zone géographique a un problème? Et comment je fais pour être proactif vis-à-vis de tout ça? Comment je fais même pour que le technicien qui est au milieu, là, il vienne plus uniquement réparer des serveurs qui se sont plantés, mais ils viennent les changer avant qu'il y ait une défaillance. Je parle du matériel, mais je parle aussi des applicatifs. Et 2 minutes, ce sera fini dans 2 minutes. Et c'est un immense champ d'utilisation de la Big Data parce que les machines, les applicatifs produisent énormément de données et que de toutes les expériences qu'on a eues, ces données sont extrêmement valuable, elles ont beaucoup de valeur pour comprendre comment les services fonctionnent et pour optimiser l'infrastructure et l'utilisation de l'infrastructure. Quand on exploite ces données, on s'aperçoit aussi que les infrastructures en place sont souvent sous-utilisées ou qu'il y a certaines poches d'infrastructures qui pourraient être mieux utilisées. Il y a un champ aussi qui apparaît de plus en plus, qui est très utilisé dans le monde bancaire, par exemple, qui est la détection de fraude. On commence aussi à le voir arriver dans le monde des médias, parce que quand on a ou des infrastructures qu'on paie aux gigaoctets expulsés, ou des services payants, on a tout intérêt
à mettre en place des mécanismes de contrôle, mais aussi à savoir exactement là où on est piraté. Parce que savoir là où on est piraté, et la big data est une aide absolument, et en particulier le machine learning est une aide absolument cruciale pour ça. Savoir où on est piraté, c'est être capable d'agir pour lutter contre les pirates. C'est aussi être capable de savoir là où c'est même pas la peine d'agir parce que ça va ne concerner qu'un très très faible pourcentage d'utilisateurs. Donc ça permet d'orienter l'effort là où il le faut pour lutter contre les fraudes. Et une petite ouverture vers le futur. On parlait de neurones, tu parlais de neurones en introduction. C'est un autre champ de la big data qui n'est plus big, qui est du smart data ou du deep learning. Alors ça se combine très bien avec la big data, mais ça permet aussi de venir utiliser les technologies du deep learning qui sont souvent basées sur des réseaux de neurones, sur des jeux de données beaucoup plus faibles. Et ça permet de commencer à faire des choses qu'aujourd'hui on ne faisait pas en big data, et on les fait parce qu'aujourd'hui la techno et la puissance de calcul permet de le faire. Ça permet de rentrer dans les images. Ça permet d'aller extraire des informations qu'on va pouvoir transformer en texte, en concept, donc des informations qui vont pouvoir être utilisées par un ordinateur pour prendre des décisions à partir des images. J'ai un exemple, et ça c'est un projet qui est sur GitHub, qui est en open source, qui tourne sur TensorFlow, qui est un merveilleux outil proposé par Google, mais qui a rien le développement n'a rien à voir avec Google. C'est des gens qui ont pris une image et qui se sont dit, utilisons les technos du deep learning, voyons ce qu'on peut en faire. Voilà un exemple de ce qu'on peut en faire. Sur une image comme celle-là, on est capable de dire qu'il y a un avion qui a 5 personnes, on est capable de les détourer, et on est capable de dire que l'avion, on est sûr à l'algorithme est sûr à 94,5% que c'est un avion. Alors c'est pas parfait, ça reste un prototype, mais je trouve ça, surtout pour moi qui viens d'un background de traiteur d'images d'il y a 20 ans, absolument phénoménal ce qu'on arrive à faire aujourd'hui sur une image. Et ça, c'est la porte ouverte pour que demain, des machines soient capables de générer des métadonnées sur les contenus. Et pour reboucler la boucle et revenir par exemple sur le sujet des recommandations, aujourd'hui, pour avoir des recommandations qui fonctionnent sur un service, la clé, c'est d'avoir des métadonnées sur les contenus. D'avoir des métadonnées sur les utilisateurs, mais si vous n'avez pas de métadonnées sur les contenus, savoir ce qu'il y a dans les contenus, il n'y a pas de recommandation. Des outils comme ça, ils vont permettre demain de générer des métadonnées non pas sur voilà ce qu'il y a dans tel film, mais de savoir séquence par séquence ce qui est présent dans chaque film, dans chaque minute de news, etc. etc. Et c'est une nouvelle porte ouverte pour améliorer encore les services. Très bien. Merci Denis. Alors du coup, on a été un petit peu long, mais je pense que c'était intéressant de vraiment balayer l'ensemble des fonctions, des débouchés qu'il peut y avoir aujourd'hui avec le big data dans l'audiovisuel. On va prendre un prisme d'ailleurs que tu viens d'évoquer en passant la parole à Cédric Monnier, donc qui lui justement s'est plus focalisé sur en quoi l'analyse des données d'audience et d'ailleurs il va nous expliquer comment il analyse ces audiences, avec quels critères, quels outils peut justement permettre de faire de la recommandation, de personnaliser un peu plus les contenus et surtout d'utiliser les influenceurs qui sont sur les médias numériques pour pouvoir pousser les contenus de manière plus précise et générer des audiences en cascade en quelque sorte. Donc on va passer aussi quelques slides en même temps. Bonjour à tous et toutes. Alors Marc m'avait demandé dans les slides de mettre un petit peu des data viz et des genres d'outils, donc soyez pas effrayés, ça semble compliqué, mais ça ne l'est pas. Donc je vais juste commencer par vous expliquer ce qu'on fait et après je vais vous présenter 3 use cases, dont un avec Reza qui est juste là-bas. Donc je lui passerai peut-être la parole du coup pour compléter. Donc nous, bonjour, on est une société qui s'appelle Flamefy. On est à l'origine des gens spécialisés dans l'analyse de la data. Pour un domaine, celui qui nous plaît le plus à tous, c'est l'entertainment, c'est-à-dire qu'on travaille sur tout ce qui est télévision, radio, cinéma, tout contenu globalement quand même vidéo, qui est fait par des professionnels. Donc je ne parle pas de gens qui se filment sous la douche ou autre. Donc vraiment avec des professionnels pour le divertissement, l'éducation, la culture, etc. Et on est parti sur une solution à la base qui est de se dire c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde de façon générale. Donc tous nos clients aujourd'hui ont
construit, produit, acheté ou distribue des contenus en ayant déjà en tête une cible. Donc nous, ce qu'on propose aujourd'hui sur le marché, c'est deux choses. La première, c'est de construire ce qu'on appelle des plateformes OTT. Alors désolé pour les mots barbares, mais donc des plateformes vidéo qui sont accessibles sur tout type d'écran, donc téléviseur connecté, mobile, ordinateur, console de jeu. Donc ça, c'est ce qui permet aujourd'hui à nos clients d'être exposés, que les gens puissent les trouver. Donc aujourd'hui, on a 80 plateformes qui vont du jeu, de la musique, du sport, et je vais vous en montrer quelques-unes. Et la deuxième partie, c'est de se dire, c'est bien d'exister, mais derrière, il me faut de l'audience, et c'est toujours le nerf de la guerre. Donc le deuxième module est là pour générer de l'audience, donc trouver les bonnes personnes, avec cette idée dont on ne peut pas plaire à tout le monde, amener les gens sur les plateformes, ce qu'on va appeler de la conversion. Donc on les fait venir, on les fait acheter ou regarder suivant les modèles de nos clients. Et le troisième, qui est tout aussi compliqué, comme le soulignait Denis juste avant, c'est retenir les gens, donc créer quelque chose qui s'appelle la fidélité. Tout ça, c'est basé sur de l'analyse de données. Donc pour nous, la donnée, elle est partout. Elle est sur les réseaux sociaux, elle est sur les sites web, sur les applications mobiles. Elle est aussi à travers des bases de données de référence. Donc dans le cinéma, on travaille avec les bases de données du CNC ou avec des choses comme IMDb pour ceux qui connaissent. Donc en fait, il y a différents niveaux de données. Il y a des données qui sont, je dirais, un peu académiques, de référence. Il y a des données qui sont vivantes, qui sont ce qui se passe en permanence sur Internet. Et nous, on va mélanger toutes ces informations-là et en retirer la première chose qui est la plus importante pour nous, c'est une sous-partie de la population qui est vraiment intéressée par des sujets qui sont traités par nos clients. Alors comment on mesure que quelqu'un est intéressé? Nous, on va s'intéresser au fait que les gens font des actions. Alors ça peut être des tweets, des likes, des relikes, regarder une vidéo sur YouTube, partager. Il y a énormément d'actions aujourd'hui qui sont possibles sur Internet. Donc on va calculer en fait des traces numériques qui permettent de déterminer qu'une personne ou un groupe de personnes est vraiment à un moment donné intéressé, du moins actif sur un sujet. Alors ça peut être positif, c'est super, j'adore, je partage quelque chose. Ça peut être négatif, c'est toujours de l'intérêt. Et on va historiser ça, on va passer ça à travers un certain nombre de techniques, d'algorithmes qui nous permettent de déterminer et de dire à un moment, une personne, Marc, Denis, extrêmement intéressé là tout de suite sur un sujet particulier qui est un sujet que traitent nos clients. Tout ça, on va en faire derrière des jolis... je pense que tu peux passer juste après. Ouais, ok, bouge pas. J'en avance. Tout ça, on va en faire ce qu'on appelle des dashboards, donc en fait des écrans, donc de l'intelligence. Donc c'est vraiment pour comprendre en fait ce qu'il se passe. Alors je ne vais pas vous détailler tous les dashboards parce qu'on en a beaucoup, mais ce sont des choses qui permettent de comprendre en fait les habitudes des gens par type de sujet ou par recoupement de sujets. Et ce sont des choses qui sont extrêmement utiles. Alors si vous voyez bon, sur l'écran à droite, non, à gauche, je suis dyslexique, à gauche, en bas, par exemple, vous voyez des jolis carrés verts. C'est vraiment une cartographie d'intérêt par jour et par heure. C'est-à-dire à quelle heure, sur un sujet particulier, il y a vraiment de l'activité. Donc nous, on s'intéresse à des gens qui sont actifs. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui sont les, entre guillemets, les plus faciles à attraper, parce qu'ils sont déjà en train de faire quelque chose. Donc ça, c'est un exemple qui est juste ce petit outil permet, par exemple, à certains de nos clients de caler des grilles. C'est-à-dire à quelle heure, en radio par exemple, ou sur du non-linéaire, à quelle heure je vais mettre certains types de contenus, un documentaire sur tel ou tel sujet, et ben je peux caler ça de façon extrêmement précise, parce qu'on mesure en permanence, donc là c'est des temps de cycle d'1 minute, donc c'est très rapide. C'est à ce moment-là, en fait, que sur une géographie particulière, à cette heure-là, il y a vraiment des gens qui sont en train de discuter, d'avoir une activité sur ces sujets. Donc si on a une action avec nos contenus là-dessus, on a de très grandes chances d'être très pertinent et de les attraper. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence. Ça permet d'avoir, de se caler, de se positionner. Si tu peux juste revenir sur le slide d'avant, Marc, merci. Donc cette intelligence, elle peut être utilisée sur beaucoup de choses. Je vous donne un exemple que l'on a fait avec TF1 sur un domaine qui est le e-sport. Je pense que tout le monde connaît peut-être maintenant un peu ce domaine. Donc nous, on était incubés chez TF1 l'année dernière. Donc on a travaillé avec eux sur beaucoup de sujets pour comprendre, en fait, à partir d'énormément de sources de données, est-ce qu'on est capable, par exemple, de cartographier vraiment quelles sont les 8000 personnes vraiment importantes en France sur le sujet du e-sport.
Alors ça veut dire quoi important? Ça veut dire que ce sont soit des influenceurs, donc des gens qui ont vraiment un pouvoir d'influencer quelque chose, que ce soit un achat, un acte d'aller regarder quelque chose. Après, ce qu'on va appeler des fans, tout simplement. Donc des gens qui seront là et qui vont suivre, qui vont aller regarder des programmes, qui n'ont pas forcément un devoir de prescription, mais qui seront le cœur de la guerre. De trouver aussi les influenceurs, ce qu'on va appeler, ou les intérêts connexes. Typiquement, quelles sont les marques qui sont très intéressées et qui sont ce qu'on appelle en appétence pour trouver des gens qui sont sur ce sujet. Alors évidemment, il y a les marques de ce domaine lui-même, il y a toutes les marques qui sont connexes, qui peuvent être intéressantes. Donc on a fait tourner beaucoup de machines, on a analysé beaucoup de données qui ont ramené justement cette vision-là de quelle est la cartographie, alors démographique, géographique, beaucoup de paramètres, afin de savoir quels sont les gens que je devrais contacter pour démarrer très très vite. Deuxièmement, quelle est la taille du bassin d'audience, les gens qui regarderaient vraiment sur ma chaîne ce genre de contenu. Troisièmement, évidemment, toujours intéressant, surtout sur du linéaire, quelles sont les marques qui seraient intéressées pour faire de la publicité ou sponsoriser, par exemple, ce genre de contenu. Donc ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a commencé avec TF1 en nous donnant quelques éléments de base qui étaient leur vision à eux du e-sport. Et après, on a analysé tous les réseaux. On leur a donné cette liste, toutes ces informations, ce qui leur a permis de trouver des sponsors, de caler aussi sur quel type de jour, quel type, est-ce que c'est du prime, est-ce que c'est pas du prime, etc. Donc ça, c'est un premier usage justement de la big data que l'on a, qui est vraiment de l'intelligence pour se positionner. Le deuxième exemple, c'est Quest TV, non Si tu veux aller bien juste après, je vais aller très rapidement. Un deuxième exemple que je voudrais partager avec vous, c'est sur un de nos clients qui s'appelle Ring TV. C'est une plateforme de sport de combat, donc on vient de lancer, et qui est aussi un cas intéressant. Pourquoi? Parce que donc on a fait toute la plateforme multi-écran. C'est sur des sujets qui sont assez particuliers, les sports de combat, c'est pas autorisé dans tous les pays déjà. C'est des populations qui sont très fans de ce genre de choses, avec une addiction très forte. Et donc on a utilisé ici à nouveau beaucoup d'outils de big data pour trouver les bonnes audiences. Et quand on s'adresse à des spécialistes, il faut déterminer et prouver la pertinence que son contenu, indépendamment qu'il soit peut-être exclusif, je suis le seul à l'avoir, donc déjà c'est un premier niveau, mais deuxièmement à quel point il est intéressant pour moi. Et là, on utilise deux types de technologies. Une technologie pour, à partir des analyses des audiences, donc on a déterminé quels étaient les pays, quels étaient les types de personnes qui sont intéressées par ce sujet. Là, on va faire ce qu'on appelle de l'automatisation, c'est-à-dire qu'on va aller automatiquement adresser des extraits des différents types de contenus que l'on a. Là, il y avait un peu plus de 400 heures pour démarrer de contenu et des lives tous les samedis soirs. Donc en fait, on a analysé vidéo, c'est ce dont exactement parlait Denis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait du deep learning, donc on analyse les images l'une après l'autre, on détermine ce qui se passe à l'intérieur et on va classifier les contenus suivant différents niveaux qui sont en fait les niveaux d'intérêt de nos utilisateurs finaux. Les utilisateurs finaux, ils sont soit des vrais experts, des gens qui connaissent par cœur le sujet, donc ils sont capables de comprendre, alors ça c'est un swing, ça c'est un ceci, ça c'est un cela, et qui sont donc capables de déterminer à quel point le contenu est intéressant. Les néophytes, donc on a toute une gradation, et pour cette gradation, on a découpé tous les contenus par rapport à ce qu'on a analysé dedans, et on est capable d'extraire justement des petits extraits que l'on peut après adresser automatiquement sur Facebook, Twitter, sur les réseaux sociaux, en disant tiens Marc, tiens Denis, toi qui es un expert de kickboxing quelque chose, voilà l'extrait qui correspond vraiment au meilleur coup, au meilleur ceci, au meilleur cela. Donc pour ça, on utilise beaucoup de technologies qui va vraiment en profondeur et c'est basé aussi sur une expertise évidemment humaine. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut être capable de traduire le fait que dans ce sport de combat, cet acte particulier, c'est extrêmement intéressant. C'est soit du jamais vu, soit c'est comme ceci ou cela. Donc c'est-à-dire qu'on a un travail préliminaire où on fait une analyse humaine et on partage l'expertise humaine qu'on lie après avec l'expertise data de tous les moments qui sont ressortis. Et l'un dans l'autre fait une recommandation. Cette analyse se fait en temps réel, enfin le rendu. Alors aujourd'hui, le rendu est pas en temps réel parce que ça demande une puissance de calcul assez phénoménale, surtout d'autant plus sur des contenus sportifs et en plus sur des sports de combat où ça va très vite. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore sur du. On pourrait le faire techniquement, mais honnêtement, le coût aujourd'hui ne s'équilibre pas par rapport à ce que ça ramène aujourd'hui.
Donc on fait ça sur tous les programmes de stock. Aujourd'hui, sur les retransmissions live, on a un délai de 5 minutes en fait. Parce qu'il y a aussi un petit tagage humain qui est fait à la fin pour l'expert va rajouter 2 ou 3 informations qui font que ça enrichit encore plus vite. Et donc toutes ces informations-là sont utilisées pour faire venir les gens. Donc c'est de la recommandation que l'on fait extérieure. Donc on va recommander, envoyer des tweets, des posts extérieurement à la plateforme, mais aussi évidemment sur la plateforme, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive, on se connecte, on s'abonne. La recommandation, qui est un peu plus classique, je dirais, est de dire vous avez aimé ça, regardez ça, regardez ça. Mais c'est pas basé sur le fait que d'autres personnes ont regardé, c'est basé sur le fait qu'on a compris le niveau d'expertise et d'intérêt d'un utilisateur et on a analysé tout le reste des contenus que l'on a. Mon dernier exemple, vas-y. Alors, dernier exemple, c'est Quest TV? Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Donc, c'est un exemple sur lequel j'ai surtout passé la main à Reza pour présenter son programme. Tu as un micro? Oui. Bonjour à tous. Donc effectivement, on a décidé de travailler ensemble avec Cédric et les équipes de Flamefy sur un projet qui s'appelle Quest TV qu'on va lancer le 15 décembre. L'idée, c'est de monter la première plateforme SVOD, donc Subscription Video on Demand, donc c'est le même principe que Netflix pour ceux qui ne sont pas au fait de tout ça. Donc abonnement mensuel pour avoir des contenus illimités. Avec une ambition de ce point de vue-là, c'est qu'il n'y ait pas de version freemium, c'est vraiment par abonnement et 7 €, je crois, par mois, quelque chose comme ça. Exactement. 7 ou 8 €. Je suis sur une formule, on est à pour l'instant 7,49 mensuel. On a décidé ça c'est le côté SD et 9,90 HD. Mensuel aussi. Et en fait, la problématique que j'avais quand je suis venu voir Cédric, c'est que on est sur un domaine de niche, ce qu'on appelle, global niche, c'est-à-dire que on est sur du jazz et musique traditionnelle. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est mondial parce que c'est une musique qui est principalement instrumentale. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais des gens comme Chick Corea ou Herbie Hancock ou des gens comme des grands classiques comme Miles Davis ou Ella Fitzgerald, on écoute ça. Alors, c'est peu de gens, ça concerne peu de gens, mais c'est mondial. Donc l'idée, c'est comment localiser un peu ces populations. Et donc, c'est un projet donc transatlantique aussi, parce que j'ai comme partenaire Quincy Jones, qui nous a pas mal aidé aussi à prendre en notoriété. Et l'idée, par rapport à tout ça, c'est de savoir. Voilà, moi ce qui m'intéressait, moi je viens du monde de la télévision à la base, je viens d'une télé linéaire, câble satellite, j'ai été responsable des programmes de la chaîne de télévision Mezzo, musique classique, jazz et danse pendant presque 13 ans. Et j'avais vraiment une problématique, à l'époque de Mezzo déjà, on programmait pas mal de choses, on faisait des documentaires, des concerts, des captations live, etc. Mais on ne savait pas du tout à qui on s'adressait en fait, on diffusait des choses, ça c'est le modèle de télévision à l'ancienne, on va dire. Je sais pas si et linéaire aussi, je pense que la grande évolution, c'est le fait qu'on consomme à la demande de la télévision. Complètement, et nous, on s'est rendu compte, je me souviens très bien, on diffusait des trucs, donc nous, on était hyper excités par un live qu'on venait de négocier de, je sais pas quoi, festival de jazz de Montreux avec Herbie Hancock, on était là, waouh, génial, 3 heures de live en direct, etc. Et en face, on ne sait pas du tout si ça fonctionne pas. Est-ce que les gens sont intéressés, pas intéressés? Évidemment que les mesures d'audience type médiamétrie, c'est des trucs, c'était tous les 6 mois. Pour le CAPSAT, c'est tous les 6 mois les résultats. Donc 6 mois après, vous avez le résultat éventuellement de ce que vous avez fait, donc 6 mois avant, en se disant ah oui, c'est vrai que on est bête, on a mis ce programme-là à 14h, on aurait dû le mettre à 18h. Bon, c'est trop tard. Et voilà, ce qui m'a vraiment intéressé, et c'est pour ça que j'ai décidé de monter cette plateforme-là, c'est de se dire, tiens, avec aujourd'hui donc le côté délinéaire, on peut vraiment affiner au jour le jour, si ce n'est de chaque minute quasiment, en se disant, tiens, là, on a tenté ce truc-là, on va affiner, on va adresser ce message-là. Évidemment que l'ancêtre de tout ça, c'est votre collègue le disait, l'A/B testing, mais maintenant on peut automatiser tout ça. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant de collaborer avec Cédric Monnier là-dessus, sur comment développer ensemble. Donc moi, avec toute la partie contenu expertise, où c'est vrai que j'ai une forte connaissance de ce domaine-là, des leaders d'opinion, des influenceurs. Moi, les influenceurs chez nous, c'est les artistes eux-mêmes qui ont des fanbases et comment se servir d'eux entre guillemets et rebondir sur leur fanbase et exploiter donc ces gens-là qui sont complètement en affinité
avec ces musiques-là. La bonne nouvelle aussi avec le jazz, c'est que c'est pas une musique de mode, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en général, c'est comme la musique classique, quand on est féru de musique classique ou de jazz, en général, on l'est à vie. Donc il y a aussi un vrai travail à faire sur le long terme et savoir aussi quel message adresser en fonction des pays et voilà, quel format. Moi aujourd'hui j'ai des intuitions, je me dis bon, c'est en train de changer, peut-être que les gens ont envie de regarder des trucs de 5 minutes, ça se trouve on va se rendre compte qu'on se plante complètement et que finalement les gens ont envie de regarder des trucs de 3 heures. Donc voilà, j'attends beaucoup de notre collaboration avec Flamefy, mais pour l'instant ça se passe très bien. Alors justement, quelles ont été les premières étapes que vous avez eues dans votre collaboration? Ça a été donc d'enrichir les médias existants. Donc vous avez un catalogue assez important, on peut le rappeler, hein, de documentaires, de live sur le jazz. Voilà, on a 400 films aujourd'hui. On a une base de données de 900 films, mais on a décidé de lancer avec 100 films. Et on va en fait rafraîchir le contenu une fois par jour. Comme ça, le message est très simple, c'est un nouveau programme par jour. Vous vous abonnez à Quest TV, on lance avec une base de 100 films, un nouveau programme par jour, tout français-anglais pour commencer. Après, éventuellement, on se rendra très vite compte qu'il y a énormément d'hispanophones ou de japonais, j'en sais rien. Et c'est à ce moment-là qu'on se dira peut-être que ça vaudrait le coup de traduire aussi en japonais. Voilà, ça fait partie des attentes un peu qu'on attend. Donc, au-delà de la réactivité que vous pourriez avoir de contextualiser vraiment la diffusion en fonction de l'évolution des audiences, ce que vous m'aviez dit aussi, c'est que vous aviez enrichi de métadonnées, voire de fiches signalétiques chaque programme de manière très riche, enfin très poussée, de sorte qu'il puisse y avoir des suggestions, des recommandations en fonction des goûts des personnes qui vont aller sur la plateforme. Tout à fait. L'idée, en fait, c'est de... Alors là, Cédric me tanne tous les jours et je suis un peu en retard là-dessus. L'idée, c'est de fournir, évidemment... Il y a deux façons de décrire et alimenter un programme type concert, par exemple. Un concert, c'est quoi? C'est un artiste qui va jouer dans un lieu donné, à un instant donné. 1 heure de programme, et il va jouer, pour faire simple, 10 morceaux. Bon, moi, expert dans ce domaine-là, je vais essayer de fournir à Cédric le maximum de contenu, donc le nom de chaque musicien, les instruments qui jouent, le titre de chaque morceau, le compositeur de chaque morceau. Dans un concert, il y a toujours un moment, et c'est ça qui est assez fort dans cette musique-là, dans le jazz, etc., c'est que pour avoir tourné dans énormément de festivals à travers le monde, on a tous la même sensation, le même feeling. À un moment, il se passe un truc, on est là, on n'a même pas besoin de se parler, on se regarde, on fait waouh, incroyable ce solo de batterie ou ce solo de guitare, etc. On se comprend sans mots. Moi, j'essaie d'identifier ça. Cédric, lui, n'est pas expert en jazz. Tu confirmes? Je confirme. Et du coup, moi, je vais lui dire, écoute, là, dans ce concert-là, il y a ce moment-là, c'est vraiment un truc magique parce que ce mec-là est en train de faire un truc qui est incroyable dans cette musique-là. Et donc, c'est à moi de taguer. Enfin, je ne sais pas trop comment on va procéder, mais en gros, de taguer. Et effectivement, l'idée, c'est plus je vais l'alimenter là-dessus, plus lui, derrière, pourra travailler et adresser les bonnes audiences. En fait, tout réside dans le fait que, vous avez compris, c'est un fan, c'est un vrai fan, c'est un expert et un vrai fan. Et un des secrets, je pense, de sa plateforme, c'est que l'éditorialisation va être d'une qualité très, très, très haute. Et ce qui nous amène, nous, en termes de métadata, quand on fait de la recommandation, tout le monde a un petit peu un set de métadata assez classique, surtout sur de la vidéo. Mais là, on est en train d'avoir une collection de mots, une structure, ce qu'on appelle une ontologie, vraiment dédiée en fait au monde du jazz et au fait que c'est de la musique. Donc on a des métadatas qu'on n'avait vraiment pas du tout avant, avec une expertise éditoriale qui est... Donc c'est un biais, c'est-à-dire que c'est un modèle où en fait les calculs mathématiques derrière ne seront jamais neutres. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un biais, il y a un parti pris qui est l'univers et l'envie que Reza a d'expliquer, et à Quincy, d'expliquer aux gens ce que c'est que le jazz. Donc on est parti sur une base de moteurs de recommandation très classique que l'on a, sur lequel on a pondéré et rajouté des métadatas qui sont totalement typiques de ce type de contenu et de l'univers qu'il y a derrière. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que vraiment on aura quelque chose, on a une façon de conseiller, c'est comme si Reza était derrière chaque écran et en train de dire Cédric, Marc, Denis, c'est ça qui est bien. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est comment on part de modèles assez génériques,
globalement, c'est un peu toujours les mêmes modèles sur la recommandation, les mêmes algorithmes à la base. Et comment on est arrivé à capturer, entre guillemets, on m'en veut pas, l'âme, je dirais, de Reza, pour rendre en fait un service qui est très numérique, très digital, aussi humain. Et alors, parce que je vois que le temps passe, et il y a une dernière chose aussi qui me semble intéressante, c'est que du coup, cette qualification autour des contenus, cet enrichissement de données autour des contenus, ça va en faire, de votre catalogue, une véritable base de données. Et donc, un des modèles économiques aussi, vous pouvez peut-être en dire deux mots, ça va être de commercialiser cette base de données donc auprès d'universités. Enfin, il y aura plusieurs sources de financement possibles. Tout à fait. En termes en termes de business model, l'idée, donc il y a le B2C classique, abonnement mensuel ou annuel. Mais il y a aussi toute la base, ce qu'on appelle ressources numériques, ressources électroniques. L'idée, en gros, c'est très simple. Je pense que tout le monde a été dans une bibliothèque ici ou a étudié dans une université. À l'époque, quand on était étudiant dans une université, on allait dans la bibliothèque de l'université pour consulter des livres ou des DVD, des VHS. Aujourd'hui, évidemment, ces salles-là sont de plus en plus désertes. Donc moi, je travaille beaucoup avec les États-Unis, comme vous l'avez compris, notamment Quincy Jones et fait partie de board de plusieurs grandes institutions universitaires, type Berkeley, NYU, Stanford, qui sont des très grandes universités. C'est des campus, c'est colossal. On parle de dizaines de milliers d'étudiants. Les départements musique sont très fournis également. Et moi, j'étais à UCLA là au mois de janvier. Et le directeur pédagogique m'amène dans une salle, c'est énorme, c'est comme ce hall, avec des DVD, des VHS partout, musique classique, pop rock, jazz, documentaire, concert. Alors moi j'étais comme un fou. Et il me dit malheureusement, ça fait 5 ans que cette salle-là, il n'y a que les agents d'entretien qui viennent nettoyer, mais il n'y a plus personne qui vient, il n'y a plus aucun étudiant qui vient. Et quand il y a un professeur ou un grand artiste qui vient faire une masterclass dans cette université-là, même lui n'y va plus chercher, se documenter. Il utilise aujourd'hui un YouTube, par exemple, avec de la publicité de mauvaise qualité, pirate, et eux-mêmes n'ont pas la capacité de monter une plateforme, évidemment, une plateforme streaming vidéo, de dealer des droits, des contenus, etc. C'est un métier. Donc moi, l'idée, c'est de pouvoir fournir cette plateforme Quest TV à ces universités-là pour devenir centre de ressources légales et avec les qualifications qu'on va réussir à mettre en place avec Cédric, ça va, je pense, vraiment aider aussi les étudiants pour pouvoir un peu naviguer dans les programmes en se disant, là c'est tel moment, j'espère qu'à terme on pourra, par exemple, se dire, je sais pas, anniversaire de Miles Davis, vu qu'on aura répertorié en avance tout le stock, on aura trouvé toutes les compositions de Miles Davis, peut-être qu'on pourra, je sais pas, tu me diras, mais je pense que c'est un truc qui a l'air d'être faisable, chercher Miles Davis et on pourra finalement proposer toutes les versions de Miles Davis dans nos stocks de programmes. Et ça, c'est une source, c'est une ressource, je veux dire, c'est colossal. Si on arrive à faire ça, c'est vraiment génial. Dernière petite chose, d'ailleurs, vous allez mettre en place un système de playlist aussi, comme c'est le cas déjà sur Deezer, Spotify, des choses de tout à fait. Moi, il y a deux formes de recommandations. La première, c'est la recommandation purement manuelle. Donc là, c'est vraiment comme un magazine, un magazine de musique avec une couverture en disant ce mois-ci, il y a tel nouveau programme. Nous, on a un Guest of the Month, donc on a un invité mensuel. Donc on commence avec Quincy Jones, évidemment. Ensuite, on a Questlove, on a pas mal de gens de l'électronique aussi, et du hip-hop, etc., pour aussi ouvrir un peu le champ du jazz, qui va faire sa playlist. Donc, il va prendre dans mon catalogue, il va choisir quelques programmes, il va les commenter, ça va mettre en avant un peu la qualité, je pense, du catalogue. Ça, c'est vraiment côté manuel, éditeur, pur et dur, c'est ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Et je sais bien que c'est pas suffisant, du coup, et là je fais appel au service de Flamefy pour avoir la recommandation personnalisée, automatisée, et j'ai bien aimé le petit schéma de tout à l'heure c'est Denis, c'est ça, avec le bon contenu aux bonnes personnes. Effectivement, c'est au lieu d'avoir la même plateforme pour tout le monde, effectivement, en plus, vu que je suis mondial, effectivement, le fan finlandais va peut-être pas forcément aimer la même chose que le sud-africain. Et il y a peut-être adressé ce contenu. Donc la playlist sera la même, par contre. Quincy Jones choisit 10 programmes. Ça, c'est mondial, c'est la même chose. Par contre, adresser un contenu personnalisé,
A priori, le finlandais verra une playlist différente du sud-africain. Très bien. Juste le lancement de la chaîne, pour les gens qui voudraient suivre ça de près. 15 décembre, on a déjà fait une campagne de pré-lancement qui a très très bien marché. On a 30 000 followers sur Facebook en 2 mois. On a 1000 pré-abonnements déjà, ça c'est plutôt cool. Et on lance là le 15 décembre. Voilà. Super. Bon, on va parler d'un autre cas d'usage qui, lui, a déjà 8 mois d'ancienneté, je crois. Hein. Donc, c'est la plateforme My Video Place. Donc, Jean-Michel Laubry, vous allez nous expliquer un petit peu la genèse, parce que c'est aussi intéressant de voir comment, finalement, pour réintroduire de la valeur dans les reportages, notamment issus des chaînes locales, et pouvoir mieux valoriser sur le plan publicitaire, vous avez eu l'idée de créer cette plateforme au départ avec juste ce concept sur le papier, puis que vous avez réussi à agréger toutes les compétences pour pouvoir maintenant proposer un service qui commence petit à petit à grossir. Très bien, bonjour à tous. En fait, en vous écoutant, moi, je redécouvre que dans le groupe dans lequel je travaille, on est complètement en apprentissage de la donnée et de l'intelligence au sens où vous l'avez défini. Je travaille dans un groupe de presse qui agit en Belgique et dans le grand nord de la France, sur les régions Hauts-de-France et Grand Est. On a 45 supports, des journaux de presse quotidienne, des journaux hebdomadaires, 4 radios, 3 télévisions, une vingtaine de sites. Et pour vous faire comprendre de où on vient, je prends un exemple qui est le journal La Voix du Nord, qui est un de nos journaux. Chaque jour, on vend 260 000 exemplaires de ce journal, dont 85% sont adressés directement par les colporteurs dans la boîte aux lettres du lecteur. Et il y a encore 8 ans, on ne connaissait même pas le nom du client. Et encore moins qui vivait derrière la porte de la maison où on va, physiquement, chaque matin, avant 7h du matin, déposer le journal. Donc on vient de très loin sur les données des publics que l'on adresse au quotidien. Et par conséquent, il y a 5 ans, on s'est dit, on a compris que la donnée serait certainement le levier numéro 1 de la création de valeur à venir, voire de notre survie. Parce que comme vous le savez, pour une partie de nos activités dans la presse, on ne va pas très bien. On n'a jamais eu autant d'audience. On adresse quotidiennement sur notre zone environ 4 millions de personnes par jour, mais on n'arrive pas à monétiser. Et on a compris, alors, il y a 5 ans, que la donnée et le traitement de la donnée serait certainement le passage obligatoire pour accélérer la monétisation de notre offre digitale. Et donc on a construit un outil qui s'appelle Newsgate, qui est une espèce de grand ERP qui intègre l'ensemble des contenus éditoriaux, écrits, sons, vidéos, digitaux, qui sont aujourd'hui pour quasi 100% des contenus hyper qualifiés. On a intégré aussi, vous le citiez tout à l'heure dans votre démonstration, le CRM alors ça sera le coup d'après, là, on est en train d'y aller tout doucement pour commencer à faire du brain content. Donc c'est un grand outil qui intègre l'ensemble du pilotage de notre offre. Ça c'est à peu près d'équerre, et maintenant le coup d'après, c'est de travailler à la monétisation de l'ensemble et aux nouvelles monétisations de l'ensemble. Et donc, il y a un premier terrain de jeu sur lequel on est allé, qui est celui de la vidéo. J'ai entendu tout à l'heure encore parler de médias audiovisuels. Moi, je pense qu'il n'y a plus de médias audiovisuels. Parce que La Voix du Nord, par exemple, est un média audiovisuel. Chaque jour, nos journalistes, ils sont 285, produisent une trentaine de vidéos par jour. J'espère qu'on en fera 50 au premier semestre 2018 et qu'on va aller tout doucement à 100 par jour. Donc c'est très déconcentré, on n'est plus du tout en silo, on est vraiment transversal. Et tous les médias tendent à être multi-supports. Et donc on a travaillé sur un premier terrain de jeu qui est la vidéo, qui devient le produit star de l'information. En créant cette plateforme, je mets 3 minutes pour vous la présenter. En fait, vous pouvez dérouler, allez-y. Donc My Video Place, c'est quoi? Si on peut le mettre, s'il vous plaît, à l'écran. Allô? Si on peut mettre la presse à l'écran, voilà, allez-y. On s'est dit quoi? On s'est dit,
l'offre multi-support, papier, son, vidéo, à l'ensemble de nos cibles, il faut la qualifier, il faut qualifier nos cibles, et le produit tête de gondole va certainement être très rapidement la vidéo. Je vous rappelle des données que vous connaissez tous, qui montrent que, y compris en local, là on a une expérience mondiale avec votre projet, mais y compris en local, c'est vraiment la vidéo qui commence à devenir star. Et donc, nos journalistes, ils doivent écrire un papier, mais ils doivent aussi en même temps faire la vidéo, l'encapsuler dans le papier, faire les playlists qui vont bien pour compléter l'offre, et c'est tout l'enjeu de cette plateforme. Cette plateforme, c'est quoi? C'est un outil de partage et de monétisation des vidéos entre différents éditeurs. Elle est complètement B2B. On a aujourd'hui une quarantaine d'adhérents sur cette plateforme, des journaux de la PQR, alors les journaux de mon groupe, bien sûr, mais on a les journaux du groupe Dépêche du Midi, Midi Libre, on a le groupe Telegram qui vient d'entrer, Sud-Ouest est en train d'instruire, et puis on a aussi la famille des télévisions locales, et donc chacun de ces éditeurs pousse en permanence leurs vidéos hyper qualifiées. Je vous montrerai un exemple de dashboard tout à l'heure sur la plateforme, ce qui fait que la plateforme ingère 300 à 400 vidéos par jour, uniquement de la vidéo premium réalisée par des journalistes. Et ces vidéos, nous les poussons à autant d'éditeurs. On a aujourd'hui une quarantaine d'adhérents, et souvent les producteurs sont également éditeurs. Et le modèle économique, c'est un partage du revenu publicitaire essentiellement fait par le pré-roll. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans l'interstitiel, entre le producteur, le diffuseur, les régies publicitaires qui vendent les inventaires, et la plateforme qui garde un ticket au passage. Hein. Grosso modo, c'est 25% pour les producteurs, 25% pour les diffuseurs, 30% pour la régie publicitaire qui vend l'inventaire, et 20% pour la plateforme. Et vous avez compris dans cet écosystème qu'un même acteur pouvait être sur une vidéo à la fois producteur, diffuseur et régie, et peut donc générer un revenu jusqu'à 75%. Et on a développé une solution de géolocalisation, je voudrais juste vous la montrer, de pub, parce que nous, notre business, c'est le local, et donc il faut qu'on aille adresser l'annonceur du coin de la rue, le restaurant, la pizzeria, le concessionnaire automobile. Allez-y, vous pouvez passer. C'est des démos de... Voilà. Alors, les pré-rolls, si vous pouvez revenir juste avant. Hop, voilà. Donc, les pré-rolls, nous les vendons au marché sur ce contenu premium avec une solution d'hyper-géolocalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chez un annonceur local, on lui dit dans quel périmètre vous souhaitez diffuser votre publicité sous forme du pré-roll. On peut aller à la précision du quartier. Combien de temps durera votre pré-roll? Quelle sera la durée de campagne? Bref, plusieurs paramètres qui font qu'aujourd'hui, on propose des pré-rolls avec des CPM à 70 €, et ça fonctionne depuis un an, alors que vous savez que le marché il est plutôt aux alentours de 10-12 €. Donc, small is beautiful. On constate que l'annonceur local devient très friand via cette offre de vidéo premium. C'est pour vous montrer comment on est en train d'organiser notre mue autour des données. Est très friand de cette communication ultra localisée et digitale avec des solutions personnalisées. Et le coup d'après sera bien évidemment de qualifier l'ensemble de ces audiences. On a déjà des dashboards qui nous permettent de savoir par qui sont vues les vidéos, sur quel périmètre, à quel horaire, sur quel site, sur quel support. Et on va maintenant, étage 2 de la fusée, mettre en place des outils pour analyser l'ensemble, pour pousser des contenus pertinents. J'ai des liens, si juste on pouvait montrer, si on est en ligne, on peut se connecter. Voilà, cliquez sur simulation pour vous montrer l'outil de simulation de campagne publicitaire autour de ces vidéos. Oui, j'ai oublié de dire que les pré-rolls, les vidéos, nous les produisons pour l'annonceur local à 70 €. Donc c'est intégré dans le coût de la campagne. Et ce qui nous permet de vendre des prix moyens de campagne à 300 €.
avec un système de production automatique du pré-roll. Vous n'y arrivez pas? Ça met du temps. Ah, voilà. Voilà, mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Donc voilà, en résumé, ça y est, là, je l'ai. On se dote d'un outil pour essayer d'intégrer le meilleur du traitement des données afin de créer des nouvelles valeurs dans notre offre éditoriale et commerciale et appliquée pour commencer à la vidéo. Et pour illustrer physiquement tout ça, à Lille, par exemple, nous avons dans un même grand immeuble 1500 collaborateurs qui travaillent. Nous avions la rédaction de La Voix du Nord à l'étage 2, la rédaction du pôle audiovisuel à l'étage 3. Au cours de cette année, on rassemble tous ces gens-là. Et ils vont travailler tous ensemble. Et ils vont produire tous ensemble. Ça veut dire que le JRI qui faisait exclusivement de la télé, il va aussi écrire. La vidéo, c'est d'abord de l'écriture. Et il va travailler avec son collègue de La Voix du Nord. Donc ça passe aussi par de l'intégration de l'ensemble de nos compétences commerciales et éditoriales. Donc vous voyez, là, c'est l'outil de simulation d'une campagne. Allez-y, faites le test, j'y vais. Voilà. Alors, il faut se connecter avec des identifiants. Tant mieux d'ailleurs, c'est un profil sécurisé. Ça, on va passer. Et puis après, on propose à l'annonceur de choisir la durée de son pré-roll, d'intégrer les éléments images, slogans, logos qui vont constituer son pré-roll, la voix off qu'il veut sur son pré-roll. 2 heures après, sa pub, elle est faite. L'aire géographique sur laquelle il veut communiquer est diffusée, la durée de sa campagne, et tout ça, ça calcule automatiquement un CPM, et 2 heures après, la campagne est sur le réseau, sur la quarantaine de supports adhérents aujourd'hui sur la plateforme. Ça suppose aussi que le marché des annonceurs local était prêt donc, à utiliser ce genre de plateforme. Est-ce qu'il y a eu des obstacles par rapport à ça, au fait notamment de faire de la publicité vidéo? Bon, il y a les chaînes locales qui l'utilisent déjà largement, mais là, du coup, ça a ouvert beaucoup plus la boîte. J'imagine il y a beaucoup plus d'annonceurs qui viennent sur cette plateforme qu'il pourrait y en avoir au niveau local habituellement. Moi, j'ai eu un choc il y a 6 ans. Les meubles Copain à Hasbrook, c'est dans le Nord. Un des commerciaux de La Voix du Nord va le voir pour lui vendre, comme tout le temps, une campagne publicitaire. Il dit « Ah bah non, cette année, j'achète rien. Je viens d'acheter une campagne sur Google. » Et puis, 1 an après, je constate que Google fait plus de chiffre d'affaires publicitaire en local, 1,3 milliard, que la PQR qui en fait péniblement 1 milliard. Et donc là, on se dit « Mais il faut réagir, autrement on est mort. » Alors nous, notre chance, c'est qu'on a encore un pied dans la porte avec nos commerciaux papier chez ces annonceurs et on s'aperçoit que ça va très vite dans le mental de l'annonceur local parce que l'avantage de ces nouveaux supports, grâce au traitement de la donnée et des big data, c'est qu'il a un reporting immédiat de comment est vue sa pub, par qui est vue sa pub, sur quelle durée, et il peut être acteur de la diffusion de sa pub. Un annonceur peut, au bout de 2 jours de diffusion de sa pub, dire « Ah, ça m'intéresse, mais je vois que sur la map, parce qu'on a des zones de chaleur en temps réel de là où est vue la pub, sur la map, je me rends compte qu'il y a des gens qui regardent ma pub au-delà des 5 km, c'est peut-être une zone de chalandise intéressante, je vais pousser mon périmètre. » Enfin, il peut vraiment être acteur en permanence de sa campagne. Et pour des prix moyens, 300 €. Donc, je trouve que ça va vite, et ça, c'est une bonne nouvelle. Chez l'annonceur dans sa mue digitale, dans un contexte où 50% des annonceurs locaux, les commerçants, les petits bouclards, n'ont pas encore organisé leur empreinte digitale. 50% des commerçants en France aujourd'hui n'ont toujours pas de site internet. Et c'est peut-être un biais pour accélérer leur transformation digitale. Mais ça va vite. J'aime bien le côté empreinte digitale. On a le temps vraiment pour 1 ou 2 questions. Donc, c'est le moment. Si vous avez des précisions, des questionnements. Oui, bonjour à tous. Benoît Aujean, Pôle Média Grand Paris. Je me demandais dans quelle mesure aujourd'hui il commençait à y avoir des tentatives pour tromper les données. C'est-à-dire, finalement, moi, en tant qu'utilisateur,
qu'est-ce que je peux faire pour empêcher justement que vous récupériez de l'information, donc chose qui aujourd'hui reste confidentielle, mais est-ce qu'il y a une crainte ou est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour anticiper justement le fait de détourner, de tromper les données? Vous avez quelque chose à cacher? En fait, moi, je suis assez d'accord pour délivrer les données à Google à partir du moment où il me délivre un service en face, ça ne me pose pas de problème. Sauf si j'ai vraiment des choses à cacher, mais franchement, j'ai pas grand-chose à cacher. Après, la réponse, comment on fait pour lutter contre ça? Elle est assez simple. Soit vous ne voulez pas délivrer de données du tout, et dans ce cas-là, il y a des chances que vous n'ayez pas de service en face. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, très rapidement, qui vont accepter de délivrer des données contre ces services. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si vous captez des données pour fournir un service de merde en face, de toute merde, votre service ne va pas vivre longtemps. Donc pour moi, l'équilibre, il est là. L'utilisateur, il accepte de délivrer des données à partir du moment où on lui offre un service en échange de ces données. Dans l'espace gratuit. Dans l'espace payant, quand vous payez et qu'on exploite vos données, ça devient totalement différent. Je vous engage à aller voir les talks de Tristan Ditto qui en parle très très bien de la fondation Mozilla. Et là, il faut que les éditeurs ne se trompent pas. Quand on a un client qui paie un service, il va attendre qu'on respecte ses données. Après, techniquement, on a plein de moyens de savoir que les données sont fausses. C'est même on arrive sur les sujets de la fraude. C'est les mêmes techniques que la fraude. À partir du moment où il y a des sets de données qui sont plus cohérents, c'est qu'à un moment donné, l'utilisateur va essayer de tromper le système ou va volontairement ne pas délivrer un certain nombre de données. Je donne juste la parole après, mais je voulais juste préciser que, notamment dans le replay, qui est aujourd'hui l'apanage de toutes les chaînes de télé sur leur site internet, il y a eu pendant longtemps effectivement une interrogation de savoir si on demandait le login mot de passe aux gens. Et aujourd'hui, la cause est entendue puisqu'il y a vraiment une adhésion des gens parce qu'il y a un service avec une recommandation, comme on le disait, soit sur Sysplay ou sur d'autres plateformes, qui fait qu'il y a plus cette réticence. En tout cas, elle est en train d'être dépassée, quoi. Maintenant, c'est vrai que les gens ont besoin d'avoir aussi une relation de confiance. Donc, l'idée, c'est que la recommandation, elle soit expliquée. Souvent, en tout cas sur certaines plateformes, c'est le cas. Peut-être Cédric pourra donner des précisions là-dessus. Moi, je confirme complètement ce que vous dites. Sur nos sites, jusqu'à la fin de cette année, on était en logique freemium. C'est-à-dire 5 consommations gratuites par mois d'une vidéo, d'un article, et la 6e, l'internaute passait à la caisse. On a foiré le truc, et à partir du 1er janvier, on passe sur 2 offres différentes. Un site gratuit, alors site, appli et tout ce qui va avec, un site gratuit avec un flux permanent du hot news, de la pub, et financé uniquement par la pub, bannière, pré-roll, interstitiel. Et on développe un site payant, et là, on va le travailler sur les données. Et il y a un levier majeur, je pense, en tout cas de ce qu'on vit nous, un levier majeur pour faire cette relation de confiance, c'est la force de la marque. On a fait plusieurs études et des fast tests qui montrent qu'on peut demander beaucoup de choses à nos publics parce qu'ils se reconnaissent dans la marque. Exemple, la Voix du Nord, connue par 90% des habitants, 96% d'affect. Donc, ils nous disent beaucoup de choses. Et là, maintenant, on est en train d'intégrer les noms, les âges, les professions de ceux qui sont derrière la porte et qu'on ne connaissait même pas il y a 5 ans. Et dans l'autre sens, l'exigence qu'on a auprès de nos journalistes, et ça, je peux vous dire que c'est un long chemin de Damas, c'est l'hyper-qualification de leur production. On n'a pas le temps, mais sur la presse, j'avais les fiches de qualification. Ça prend 2 minutes et demie au journaliste, mais il faut qu'il le fasse. 3 mots-clés, un lancement, le nom, prénom, qualité de toutes les personnes et leur téléphone et leur adresse mail de toutes les personnes interviewées. Et ça alimente une base de données vachement importante et qui va être notre machine de guerre demain, quoi, hein, la besace dans laquelle on aura toutes les données de l'ensemble de notre territoire.
juste peut-être pour ajouter un point sur les données, il y a eu énormément d'abus, ça s'est vu. La législation, et l'Europe a fait comme beaucoup de travail, il y a une nouvelle législation qui rentre en œuvre à partir de mars 2018, qui est la GDPR, qui va changer beaucoup de choses. Je pense que ça va faire un grand coup de ménage. Ça va prendre sûrement un petit peu de temps, mais ça va prendre un grand coup de ménage. Et ça revient, comme tout le monde disait autour de moi, c'est sur la perception de la valeur. Je donne juste un exemple. Nous, on a des modes de commercialisation sur nos plateformes où en fait, on peut non plus payer un contenu, un abonnement avec de l'argent, mais juste en acceptant de partager des données. Donc typiquement, je fais ce qu'on appelle un Facebook Connect, donc je me connecte avec le bouton Facebook. Ça vaut X euros pour notre client, qui correspond en fait à 2 mois d'abonnement. Donc je n'ai pas payé, mais j'ai volontairement accepté de donner en fait, grosso modo c'est mon nom, mon prénom, peut-être la ville où j'habite et mon email. Mais au moins il y a une relation claire d'échange et de confiance qui fait que ça marche plutôt très bien. Donc la législation, j'espère, va beaucoup aider. Il y aura un peu de casse pour pas mal de gens, donc c'est intéressant. Tout est question de perception de la valeur, de toute façon. Très bien, je suis désolé, on a dépassé un petit peu le temps, là, donc on va être obligé d'arrêter. Ce serait passionnant de continuer, parce qu'il y en a eu vraiment un panel que vous pouvez applaudir d'ailleurs, hein, parce que de qualité. Merci infiniment. Merci. À une prochaine fois peut-être.